Bien, bonjour à tous. Bienvenue pour ces nouvelles assises des énergies marines renouvelables. Nous avons beaucoup à dire et beaucoup à faire pendant toute cette journée. Et avant d'introduire la première séquence ce matin, où il sera question de la contribution à la transition énergétique, le rôle très important que doit, s'il vous plaît, merci, où il sera question de la place des EMR, dont on sait qu'elle devient importante avec cette accélération. C'est un des thèmes, un des mots que nous aurons à répéter à plusieurs reprises pendant la journée, l'accélération qui concerne aujourd'hui la situation des énergies marines renouvelables. Je voudrais juste, avant de commencer les débats proprement dits, les tables rondes auxquelles on espère vous participerez, on tâchera de garder du temps pour vos questions et vos remarques après les débats, demander à nos introducteurs de cette belle journée de bien vouloir se succéder ici. Jean-Louis Bal, bien sûr, président du syndicat des énergies renouvelables, et puis Jean-Baptiste Gastine, premier adjoint au maire du Havre. Il est également le premier vice-président de Havre Seine Métropole. Ensuite, nous accueillerons Hubert de Jean de Labatie, qui est vice-président de la région Normandie. Il est en charge de la transition énergétique et de la transition environnementale aussi. Et enfin, Madame Sophie Mourlon, qui représente ici le ministère de la Transition énergétique, directrice de l'énergie, que nous retrouverons d'ailleurs dans la table ronde qui suivra. Président, si vous voulez bien introduire la journée, et puis vous vous succéderez tous les quatre avant d'entamer les débats. Merci. Monsieur le premier adjoint au maire du Havre, monsieur le vice-président du conseil régional Normandie, cher Hubert, madame la directrice de l'énergie, chère Sophie. Je voudrais commencer par vous présenter les excuses de la ministre de la Transition énergétique, madame Agnès Pannier-Runacher, que j'ai rencontrée hier après-midi et qui aurait bien voulu être présente aujourd'hui. Mais vu le devoir de réserve pendant la campagne électorale, elle n'a donc pas pu honorer notre invitation. Alors, quelques éléments de contexte pour entamer cette journée. Je voudrais vous rappeler l'importance de l'urgence climatique qui est vraiment notre élément directeur dans le développement des énergies renouvelables. Les différents scénarios établis par le réseau de transport d'électricité RTE, par l'ADEME, par Négawatt, montrent à quel point il est important, il est indispensable de développer les énergies renouvelables. C'est le point commun de tous ces scénarios qui visent la neutralité carbone en 2050, avec une consommation d'électricité qui va augmenter fortement du fait de l'électrification des usages. Ça entraîne donc la nécessité de développer toutes les énergies renouvelables et on va évidemment se concentrer sur les renouvelables électriques. L'autre élément de contexte qui est assez décisif, c'est la question de la souveraineté énergétique qui est bien mise en évidence par le conflit russo-ukrainien. Nous restons énormément dépendants des combustibles fossiles qui représentent 63% de notre consommation en énergie. Donc c'est à la fois des émissions de CO2 et c'est aussi une dépendance vis-à-vis d'un régime comme celui de monsieur Poutine. Donc le développement des renouvelables, il est indispensable et pour l'électricité, il repose sur 3 piliers: le photovoltaïque, l'éolien terrestre, l'éolien maritime, et aucun de ces 3 piliers, si vous lisez bien les différents scénarios, aucun de ces 3 piliers ne doit être négligé. Le deuxième élément important, c'est que les énergies renouvelables ne sont pas un fardeau. Les énergies renouvelables ont un impact positif sur l'emploi, elles sont compétitives et elles ont un impact positif également sur la balance commerciale et sur l'économie française. Elle représente aujourd'hui plus de 166 000 emplois,
c'est un chiffre qui date de 2019 et qui est certainement supérieur aujourd'hui. Et on devrait avoir 100 000 emplois supplémentaires en 2028. Vous aurez cet après-midi la présentation par l'Observatoire des énergies marines renouvelables, les chiffres de 2021, et vous verrez que la progression est assez spectaculaire dans le domaine des énergies marines. La compétitivité, c'est aujourd'hui, quelles que soient les filières que j'ai citées, des prix du mégawattheure qui sont compris entre 50 et 60 euros du mégawattheure lorsqu'on compte tous les coûts de raccordement notamment. Et je fais référence à ce moment-là au coût du marché de l'électricité qui est aujourd'hui bien supérieur, qui est de l'ordre de 200 euros du mégawattheure. Elles ont un impact positif sur l'économie française. Une récente étude publiée par l'ADEME montre qu'entre 2010 et 2019, l'impact positif cumulé sur la facture énergétique française est de l'ordre de 40 milliards d'euros. Pour la période à venir, 2028, l'ADEME estime à 6,4 milliards d'euros chaque année l'impact positif donc, sur la balance commerciale. Et ce chiffre serait encore bien plus élevé si nous n'étions pas en retard par rapport aux objectifs que nous nous sommes nous-mêmes fixés dans le cadre de la loi de transition énergétique pour la croissance verte et dans le cadre de la directive européenne. Pour en venir aux énergies marines, l'année 2022, c'est l'émergence de l'éolien posé. Il y a 11 ans qu'on a lancé le premier appel d'offres et le parc de Saint-Nazaire est aujourd'hui en train d'être construit et d'autres parcs sont entrés donc dans leur phase de construction. Les énergies marines, ce n'est pas seulement l'éolien posé, on a également des développements en cours et à venir sur l'éolien flottant. Le prototype qui est en fonctionnement au Croisic depuis bientôt 3 ans est étonnamment performant. On aura bientôt quelques fermes pilotes en Méditerranée et en Bretagne. De même, les hydroliennes avec le prototype d'HydroQuest qui a été testé donc à Paimpol-Bréhat et qui va déboucher sur une ferme pilote de 17 MW. Il y a également donc l'hydrolienne de Sabella qui a été remise à l'eau à Ouessant. Et donc la prochaine programmation pluriannuelle de l'énergie devra tenir compte des progressions technologiques et économiques de cette filière de l'hydrolien. La conclusion, c'est qu'il faut accélérer le développement des énergies renouvelables. C'est le mot qui a été cité donc, par notre animatrice. J'en ajouterai un autre qui va venir dans la discussion aujourd'hui, c'est celui de la planification. Le CER a publié, en vue de cette accélération, son livre blanc, comme à chaque échéance électorale. Nous avons 10 propositions transversales, une cinquantaine de propositions spécifiques aux filières. Je ne vais pas toutes vous les citer, mais notamment, nous recommandons la mise en place d'un système de pilotage par l'État de la transition énergétique avec une batterie d'indicateurs annuels et avec un renforcement des ressources humaines au niveau de l'État, que ce soit au niveau national ou au niveau déconcentré. Nous proposons d'encadrer les délais d'instruction. Nous proposons donc de reconnaître la raison impérative d'intérêt public majeur associée au projet énergie renouvelable, comme proposé par la Commission européenne. Et enfin, concernant l'éolien en mer, et ce n'est pas nouveau, nous proposons de procéder à une planification spatiale et temporelle de l'éolien en mer
aux horizons 2035 et 2050, en ligne avec le pacte éolien en mer signé entre la filière et l'État, dont la ministre actuelle, Agnès Pannier-Runacher. Pour l'État, il s'agit de s'engager sur 18 gigawatts en fonctionnement en 2035, 40 gigawatts en fonctionnement en 2050, ce qui nécessite d'attribuer par appel d'offres 2 gigawatts par an d'ici là. Pour la filière, l'engagement, et vous allez voir que nous sommes bien partis pour le tenir, c'est de créer 20 000 emplois en cumulé en 2035, avec 50% de contenu local et 40 milliards d'euros d'investissement. Accélérer les projets ne pourra pas se faire au détriment de la protection de l'environnement et notamment de la biodiversité, ni au détriment de la concertation. Accélérer, c'est doter la France d'une vision pour le développement des énergies marines renouvelables et c'est partager cette vision avec tous les acteurs et usagers de la mer, qu'ils soient français ou européens. Je ne sais pas si Giles Dickson est déjà arrivé, mais je salue en tout cas sa présence. Et donc c'est dans cet esprit qu'a été construit le programme de ces assises. Et je remercie tous les orateurs qui ont accepté d'y participer et je remercie toute l'assistance d'avoir bien voulu nous accompagner et je vous souhaite une bonne journée de travail. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président de la région Normandie-Cher-Hubert, Madame la Directrice, Mesdames et Messieurs, je vous prie d'abord de bien vouloir excuser Édouard Philippe. Il m'a demandé de vous accueillir ce matin, de le faire bien, et je suis très heureux de vous saluer tous et de vous souhaiter la bienvenue ici au Havre, sous un soleil radieux. Et alors qu'on attend une vague de chaleur impressionnante dans toute la France, vous constaterez qu'ici, en général, les vagues de chaleur arrivent un peu plus tard et sous une forme un peu atténuée. Et donc je pense que vous allez passer une bonne journée et un bon moment ici au Havre, et peut-être plus d'ailleurs qu'une journée. On s'est rappelé tout à l'heure avec le Président qu'en 2017 déjà, nous avions accueilli ici au Havre les Assises nationales des énergies marines renouvelables, doublées avec le forum Synergie. 2017, c'était une grande année pour le Havre, non seulement parce que déjà nous vous accueillions à ce moment-là, mais c'était aussi l'année des 500 ans de la ville et du port. Et depuis un peu plus de 500 ans maintenant, donc, le Havre vit de la mer, le Havre vit de l'énergie de la mer. La mer est son passé, son présent et son futur. Et je dois dire que depuis 500 ans, depuis 500 ans certes, mais depuis 5 ans surtout, les choses se sont accélérées. Heureusement, parce qu'elles sont parties lentement, elles ont mis du temps à se mettre en route, à se mettre en mouvement, mais les choses se sont accélérées et au cours des dernières années tout particulièrement, ici au Havre, les choses sont allées très très vite. Je vous souhaite la bienvenue dans une ville qu'il faut considérer, je crois, sans prétention, comme un haut lieu de la transition énergétique. Depuis 2 mois maintenant, l'usine Siemens Gamesa, une usine, je crois, de 7-8 hectares pour elle seule, sur une assiette de 35 hectares environ, à quelques centaines de mètres ici seulement, a commencé à produire des nacelles et des pales, à assembler des nacelles et à produire des pales pour équiper d'abord les parcs éoliens au large des côtes françaises, mais peut-être aussi demain d'autres parcs éoliens en Europe et ailleurs dans le monde. Et il se trouve que cette année 2022, donc, qui voit cette usine commencer à produire, c'est aussi l'année où la centrale thermique du Havre, la centrale EDF, qui fonctionnait au charbon, a définitivement cessé ses activités. Vous n'aurez probablement nulle part en France, et peut-être vous trouverez difficilement dans le monde, un endroit où on peut montrer, expliquer à tous les publics, aussi facilement et aussi simplement, ce que c'est que la transition énergétique.
Ici, on a fermé une centrale thermique au charbon, on a renoncé, avec l'impact social que ça a pu avoir, à une énergie non renouvelable, une énergie du 19e siècle. Et dans le même temps, et il se trouve que c'est au même endroit, parce que les 35 hectares où s'est implanté Siemens Gamesa sont au pied de la centrale thermique. Et donc, dans le même temps et au même endroit ici, on a fermé définitivement une centrale thermique au charbon, on l'a assumé et on a ouvert, pas encore inauguré, mais ouvert une unité industrielle très impressionnante qu'on a présentée, je crois à juste titre, comme le plus grand chantier industriel dans le domaine des énergies renouvelables en France de ce temps. Et donc on a renoncé à une énergie du passé pour une énergie que l'on croit ici d'avenir, une énergie du 21e siècle, une énergie marine renouvelable. Une filière, pour nous, c'est la joie d'accueillir au Havre une filière industrielle nouvelle, que l'on peut probablement comparer à l'arrivée ici, non pas de la filière aéronautique, parce qu'ici elle est assez ancienne, mais à la filière de l'automobile qui est venue s'implanter au Havre à partir des années 1960. Mais ça faisait probablement longtemps qu'on n'avait pas accueilli au Havre une filière industrielle de cette ampleur et dans laquelle on croit beaucoup parce qu'elle est prometteuse. En plus de cette unité de production, vous avez sur un terrain où il y a aussi évidemment des aires de stockage, un hub d'assemblage, l'aménagement très important des quais. Deux quais en réalité sont aménagés pour pouvoir ensuite aller équiper les parcs en mer et exporter dans le monde entier les produits qui sortiront de l'usine. Il y a un autre très grand chantier, très impressionnant lui aussi, qui est en train de s'achever, qui est le chantier de construction des fondations gravitaires du parc le plus proche d'ici, qui est le parc au large de Fécamp. C'est un peu plus loin d'ici, sur le terminal qu'on appelle ici le terminal de Bougainville, et c'est un chantier très très impressionnant. Tout le monde connaît le Havre, ville de béton. Ce que l'on vous propose là, c'est la visite d'une forêt de béton, une soixantaine, je crois, d'embases, 5000 tonnes de béton chacune, 50 mètres de haut en moyenne à peu près, toutes sur le même site. Et comme il se trouve que le chantier est achevé, c'est très spectaculaire. Je vous conseille d'aller y faire un tour, soit d'y faire un tour, soit de quitter le Havre en passant par la route de l'Estuaire. La route de l'Estuaire longe ce chantier. Faites-le maintenant parce que normalement, d'ici quelques semaines, ces fondations gravitaires vont partir du terminal de Bougainville par la mer pour aller être posées au large de Fécamp. Et puis, nous nous sommes positionnés, quand je dis nous, c'est la ville du Havre, le port du Havre, la communauté urbaine, le Havre Seine Métropole, nous nous sommes positionnés comme territoire d'atterrage pour un parc à venir, qui est le parc Centre-Manche, le deuxième parc Centre-Manche. Le premier parc devrait atterrir sur la presqu'île du Cotentin. Nous nous sommes positionnés avec tous les acteurs intéressés sur ce territoire. Nous avons dit très clairement, dans le cadre d'une concertation publique, que nous souhaitions accueillir l'atterrage de ce parc, parce que ici, la consommation d'électricité devrait progresser dans des proportions assez importantes, du fait des besoins en mobilité électrique, qui se développent très vite ici comme partout ailleurs, mais aussi du fait des besoins des industriels de la zone industrielle portuaire, de plus en plus consommateurs d'électricité et cherchant de plus en plus d'électricité verte, d'électricité renouvelable. C'est pour nous aussi l'occasion de développer une filière nouvelle, une autre filière nouvelle, prometteuse elle aussi, qui est celle de l'hydrogène, puisque à quelques kilomètres d'ici devrait voir le jour une autre unité industrielle impressionnante, la plus importante pour la production d'hydrogène en Europe. 30 mégawatts sont prévus, et pour ça, le procédé recherché est non plus de craquer du gaz, bien entendu, mais de procéder par électrolyse de l'eau, et pour ça, il faut beaucoup d'électricité. Il se trouve qu'on en produit beaucoup en Normandie, en particulier avec le nucléaire. C'est déjà une électricité décarbonée, mais si on peut le faire, et on pourra le faire demain avec des énergies marines renouvelables et de l'électricité provenant de ces parcs éoliens en mer, vous voyez à quel point cet écosystème que l'on a ici dans la Basse-Seine pourrait être vertueux et même étendu à l'ensemble
de la vallée de la Seine. Et je confirme ce qui a été dit par Monsieur le Président, tout ça est pourvoyeur d'emplois, c'est déjà 500 emplois dans l'usine Siemens, c'est plusieurs centaines d'emplois, peut-être des pics à près de 1000 emplois dans le chantier des fondations gravitaires. Tout ça est excellent, c'est excellent pour nous, c'est excellent pour l'économie locale, c'est excellent pour l'emploi ici, et c'est bon pour la planète et pour la lutte contre le réchauffement climatique. J'accueillerai ceux qui sont encore ce soir au Havre avec beaucoup de plaisir dans les salons de l'Hôtel de Ville ce soir. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée ici, au Carré des Docks, et dans la ville du Havre. Merci à vous. Bien, bonjour à tous. Très heureux d'être parmi vous et de retrouver un grand nombre d'entre vous. Alors, donc je suis Hubert de Jean de la Bâtie, maire de Sainte-Adresse. Je suis vice-président de l'agglomération, enfin de la communauté urbaine, aux côtés de Jean-Baptiste, qui est le premier vice-président. Et nous sommes également tous les deux vice-présidents de la région. Je vais commencer d'abord par excuser l'absence d'Hervé Morin. Je vais souligner après le rôle qu'il a joué sur le domaine qui vous intéresse, mais évidemment, il a beaucoup de sollicitations et ça collait mal pour aujourd'hui. Donc, je vous prie de l'excuser. Je cherche quel mot pourrait le mieux symboliser le fait que nous nous retrouvions ici. Eh bien, je vais dire « enfin ». Enfin, parce qu'il se trouve, étant maire du littoral, et il y a 640 km de côte en Normandie, donc nous sommes quelques-uns à être confrontés au problème, ça monte et ça nous inquiète énormément. Et plus personne aujourd'hui ne conteste le changement climatique et ses effets. Donc nous avons l'urgence absolue de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Donc Madame la directrice, Monsieur le directeur, je ne donne pas la liste de tes intitulés parce que j'ai peur à chaque fois de me tromper. Je sais que ça démarre par les affaires maritimes. Ouais. Pour l'énergie climat, c'est plus simple. Bien, alors refermons cette parenthèse. Je tiens à vous dire que pourquoi est-ce qu'on est un peu inquiet? Parce que ça a été très long. Ça a été très long. Il y a 11 ans, je vais citer quelqu'un d'autre, nous sommes proches d'Hervé Morin, mais j'ai aussi beaucoup d'affection et d'amitié pour Jean-Louis Borloo, qui avait lancé cette ambition en matière d'éolien. Et 11 ans après, on vient juste d'injecter enfin de l'électricité d'origine éolienne. C'était vendredi, je parle sous le contrôle de Madame la directrice, c'était vendredi dernier que enfin ça tourne et enfin ça produit. Ça a été un long combat. Ça a été un long combat et je tiens à souligner le rôle qu'a joué la Normandie dans ce combat. Je peux vous dire que, allez, je suis connu pour mettre systématiquement les pieds dans le plat, donc je ne vais pas manquer à m'assembler. J'ai le souvenir de quelques visites chez Nicolas Hulot et chez Sébastien Lecornu, qui à l'époque, souvenez-vous, était secrétaire d'État auprès de Nicolas Hulot en charge de transition énergétique, en me disant « ça nous coûte trop cher ». On ne peut pas faire tous les parcs qu'on a en projet, on va péter la commande en deux, ça nous coûtera moins cher. Alors, ce n'était pas Sébastien, c'était un de ses conseillers. On va péter la bordée en deux et ça nous fera moins cher et ce sera supportable. Financièrement, Bercy nous a fait les calculs, on peut se faire. Et je dis, mais c'est complètement... On a réagi nombreux. Je crois que c'est un combat que j'ai mené avec, je ne sais pas si, je sais plus, elle est chez Schneider encore, avec Gwenaëlle Huette, je ne sais pas si vous vous souvenez d'Engie, des renouvelables d'Engie, et on avait dit, on s'était rencontrés à un colloque, on avait dit ça n'a pas de sens industriellement, parce que aucun des industriels, s'il a un parc sur deux, ne va prendre le pari d'industrialiser en France, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Je vous rappelle que la grande intelligence de cet appel d'offres, ça a été de dire, OK, on met un prix qui est un petit peu supérieur à ce qui se trouve sur le marché, mais par contre, il y a l'obligation d'industrialiser en France. Et Jean-Baptiste a rappelé l'importance pour nos territoires. Donc, nous avons monté, je ne sais pas si vous vous en souvenez, pour ceux qui étaient déjà au commande, je crois qu'Éric était déjà dans le circuit, on a monté une alliance Grand Ouest avec la Bretagne et les Pays de la Loire. Et on a beaucoup insisté auprès de vos différents ministères. Et je dois dire que
lorsque j'ai reçu l'invitation pour être au Cap Frêle avec le président Macron, où il faisait l'annonce officielle du lancement de l'éolien maritime, eh bien, pour notre plus grande joie, on a réussi le pari qui était de dire négocions plutôt sur les prix tous ensemble plutôt que de négocier sur le nombre de parcs, enfin, ou plutôt sur l'industrialisation des parcs. Par contre, la grande déception, et je me tourne vers vous, Madame la directrice, parce que je sais que nous en avons parlé, le président a fait une petite croix à ce moment-là sur l'hydrolien. Et je me permets de vous relancer là-dessus, mais je sais que vous suivez le dossier, hein. Notre grande déception, ça a été l'hydrolien. L'État a déclaré que la technologie, enfin, a pris la position en disant la technologie ne nous paraît pas mature et donc on va laisser tomber l'hydrolien. Je crois que remettons l'hydrolien sur la table des discussions. On a toutes les raisons de croire qu'il y a là quelque chose de formidable pour la PPE. Le dernier petit mot que je voudrais vous dire pour expliquer la position de la Normandie, nous sommes une terre énergétique, puissamment énergétique, et nous veillons à ce qu'il y ait un mix très fort sur, d'une part, vous le savez, le président Morin a pris des positions très claires en faveur du nucléaire, mais également, et dans le même temps, en faveur des énergies renouvelables et des énergies marines renouvelables plus particulièrement, puisque, comme l'État ne venait plus, la région s'est engagée pour le moment à financer, avec des partenaires industriels, les hydroliennes. Donc, on y va, mais ce serait bien que vous nous rejoigniez. Et puis, la dernière chose, c'est la position que nous avons vis-à-vis de la mer. La mer est un bien commun, beaucoup d'activités tournent autour de la mer, et je crois que le plus grand danger qui nous guetterait, ce serait de ne pas arriver à concilier les usages. Oui, je sais que par moment, la localisation à un endroit gêne telle activité, que ce soit l'extraction de gravière, que ce soit le commerce maritime, que ce soit les câbles sous-marins, que ce soit bien évidemment la pêche. Je crois qu'il faut qu'on arrive à concilier les usages et c'est notre grand challenge. On avait très mal commencé. La méthode n'était pas la bonne. Aujourd'hui, c'est la bonne. Il n'y a pas d'endroit idéal pour une activité économique nouvelle, que ce soit sur terre ou sur mer. L'endroit parfait n'existe pas. Ce qu'on doit chercher, c'est l'endroit qui gêne le moins les activités. Je crois qu'il faut arrêter l'idée d'un monde parfait dans lequel il y aurait un endroit parfait. Ce n'est pas vrai. D'accord ? Ce qu'il faut qu'on cherche, c'est l'endroit qui permet de concilier au mieux les différentes activités. Et donc, c'est le boulot qu'on mène et c'est le fait qu'on se rencontre très souvent dans le cadre du débat public, qui n'est pas terminé, puisqu'il va continuer. Il y a beaucoup de sujets qui nous attendent, mais j'ai une énorme confiance dans l'intelligence collective de tous les acteurs de la filière et je peux vous assurer de la volonté politique très forte de la région pour que les énergies marines renouvelables se développent considérablement en Normandie. Merci de votre attention. Monsieur le premier adjoint au maire, monsieur le vice-président, monsieur le président, merci beaucoup de m'accueillir ce matin pour ce moment de travail ensemble et de mobilisation autour des énergies marines. Comme vous l'avez fait, cher Jean-Louis, je vous prie d'excuser ce matin l'absence de la ministre Agnès Pannier-Runacher qui effectivement est très mobilisée sur ces sujets qui lui tiennent vraiment à cœur et aurait souhaité être là, mais comme vous l'avez dit, la période de réserve électorale lui interdit pour l'instant ce type de déplacement, mais je ne doute pas que dès que la voie sera plus libre, elle aura l'occasion de venir à la rencontre des territoires, des projets, des professionnels sur l'ensemble de ces sujets qui, encore une fois, sont extrêmement importants. Nous avons, et la ministre la portera très haut, une politique très ambitieuse dans le domaine des énergies marines renouvelables, parce que c'est une composante indispensable de notre politique énergétique et de notre politique de neutralité carbone en 2050. C'est le pilier cardinal de l'ensemble de notre politique énergétique que cet objectif de neutralité carbone en 2050.
qui repose principalement sur 2 piliers. Celui des économies d'énergie, qui n'est pas celui qui nous occupe ce matin, mais qui est évidemment très important également, et le développement massif de toutes les énergies décarbonées, dont les énergies marines renouvelables, au premier plan desquelles l'éolien en mer, qui va occuper une place majeure dans notre mix énergétique à moyen et long terme. On pourra en parler tout à l'heure lors de la table ronde à laquelle je participerai avec également RTE. Les scénarios de RTE qui ont été publiés à l'automne prévoient dans tous les scénarios, quel que soit le panier des autres énergies, une quantité très substantielle d'éolien en mer avec entre environ une vingtaine et une soixantaine de gigawatts d'éolien en mer dans tous les scénarios. Le président de la République, lors de son discours en février à Belfort sur la politique énergétique, a annoncé 40 gigawatts d'éolien en mer en 2050 au sein de 50 projets. Donc vous voyez que le chemin est ambitieux, mais il est encore une fois indispensable. Cher Jean-Louis, vous avez rappelé dans cet objectif le pacte éolien en mer que l'État et la filière ont signé en mars dernier, qui prévoit de nous mettre sur cette trajectoire en attribuant 20 gigawatts dans la décennie qui vient. Il faudra 20 gigawatts dans la décennie suivante pour que, dans la décennie encore après, on arrive effectivement à nos 40 gigawatts et que 18 gigawatts soient en service en 2035. Ça correspond à plus que doubler les volumes qui auront été attribués entre 2019 et 2023, qui nous demandent d'ailleurs déjà beaucoup de travail, et à vous également. C'est la responsabilité de l'État et nous le ferons. Dans ce pacte, vous l'avez rappelé, la filière s'est engagée à ce que 50% du contenu des projets soit local, à la création de 20 000 emplois d'ici 2035 et à un investissement de 40 milliards d'euros. C'est fondamental, c'est de la responsabilité des acteurs et nous vous attendons sur la mise en œuvre de ces engagements. Je crois que les élus du territoire l'ont rappelé également, c'est évidemment important. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui sur cette trajectoire? Parce qu'on a des très grands chiffres à l'horizon 2050. Là, ça a mis du temps à démarrer, vous l'avez rappelé, Monsieur le Vice-président, mais nous sommes maintenant sur une trajectoire véritablement ascendante. Le premier parc, vous l'avez rappelé, le premier parc à Saint-Nazaire sera mis en service cette année. Il a commencé à injecter de l'électricité sur le réseau la semaine dernière. Les 5 autres parcs issus des 2 premiers appels d'offres seront mis en service dans les toutes prochaines années, entre 2023 et 2026. L'accélération qui a été permise par la réforme faite par la loi ESSOC nous a conduit à avoir maintenant un certain nombre de procédures encore en cours pour des nouveaux projets, avec des procédures d'attribution en cours en Centre-Manche, en Sud-Bretagne, en Méditerranée, pour du posé et du flottant, et des débats publics et des concertations qui viennent de se terminer au large d'Oléron, et pour un deuxième parc en Centre-Manche qui conduiront à lancer des procédures également prochainement. En tout cas, la décision des suites qu'on donnera à ces projets devrait être prise au courant de l'été. C'est donc un total de plus de 4 gigawatts d'éolien en mer qui sont en cours de processus, c'est-à-dire ce qui était prévu par la programmation pluriannuelle de l'énergie. Alors, vous l'avez dit, l'histoire ne s'arrête pas là, c'est trop lent, on le regrette tous. En tant que directrice de l'énergie, moi je serais ravie et rassurée que les projets sortent de mer ou de terre plus rapidement, mais nous avons réformé et simplifié. Dans la loi ESSOC, on pourra en reparler dans la table ronde s'il y a des questions là-dessus, dans la loi sur l'accélération de l'action publique, dans la loi climat-résilience, nous avons introduit déjà des simplifications sur les contentieux, sur les procédures, sur les débats publics. Et d'autres trouveront encore à s'appliquer avec, à partir des prochaines phases, des débats publics par façade qui permettront d'avoir un véritable débat sur l'ensemble d'une façade, de donner de la visibilité et d'aller plus vite. Un mot sur les autres énergies marines renouvelables, puisque vous les avez évoquées, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président. Les autres énergies marines renouvelables sont effectivement bien soutenues par l'État et font partie de notre politique énergétique, avec la différence que d'une part, les technologies sont moins avancées et d'autre part, les gisements sont a priori en métropole continentale moins importants. Mais pour autant, nous nous en occupons de manière très, très rapprochée. Vous avez parlé de l'hydrolien. Il y a eu dans des appels à projets du programme des investissements d'avenir qui ont conduit à retenir des projets. Nous sommes en train de regarder pour certains d'entre eux comment en plus un tarif pour l'électricité produite peut être mis pour que ces projets puissent voir le jour
qu'on ait des démonstrateurs, que ça puisse être industrialisé avec des espoirs de baisse des coûts qui soient suffisamment intéressants pour qu'ils trouvent leur place dans la politique énergétique. Et nous avons également du soutien à l'innovation ou à l'industrialisation pour d'autres technologies, y compris des technologies qui doivent trouver leur place en Outre-mer, où il y a d'autres opportunités. On pourra le développer là aussi dans la table ronde. Peut-être 2 mots quand même. Les 2 leviers fondamentaux de notre politique de l'éolien en mer, c'est la création d'emplois et la prise en compte des enjeux environnementaux. Sur la création d'emplois et d'opportunités économiques, nous avons lancé plusieurs actions d'ampleur. Et la première, c'est une stratégie d'accélération sur l'éolien flottant pour garder l'avance technologique de la France sur cette filière. La France a un gisement, un potentiel sur l'éolien flottant qui est considérable. Elle a une certaine avance technologique et donc nous avons mis en place, vous le savez, une politique très ambitieuse pour développer l'industrie de l'éolien flottant sur notre territoire. 4 fermes pilotes sont soutenues. C'est la moitié des fermes pilotes au monde, quand même, chez nous. Via France 2030, une stratégie d'accélération avec plus de 300 millions d'euros pour prévoir les infrastructures portuaires et faire émerger les acteurs industriels sur nos façades, avec déjà 3 appels à projets, innovation, briques technologiques, démonstrateurs, offres industrielles, des appels à manifestation d'intérêt sur l'industrie et sur les ports qui ont été lancés, et un dernier appel à projet pour les ports qui sera publié en fin d'année. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Premier adjoint, Le Havre est au centre de cette dynamique, comme d'autres grands ports de nos façades. Et il est important que conjointement l'ensemble des acteurs, les collectivités locales, l'État et les acteurs industriels œuvrent à ce développement. La prise en compte de l'environnement et de l'ensemble des acteurs de la mer est un autre pilier fondamental de cette politique et je souhaite revenir dessus et insister dessus. La montée en puissance de l'éolien en mer doit se faire en coordination, en cohérence, en concertation et en protection de l'ensemble des enjeux de la mer. D'abord, dans le respect impératif des équilibres des écosystèmes et de l'environnement. Il est absolument nécessaire de conjuguer transition énergétique et transition écologique. C'est ce que le président de la République a rappelé. Il a chargé la Première ministre de veiller à cet équilibre que nous nous appliquons bien entendu à mettre en œuvre. Pour cela, le Premier ministre, alors Jean Castex, a annoncé en août 2021 la mise en place d'un observatoire de l'éolien en mer doté de 50 millions d'euros sur 3 ans pour lancer des études. Cet observatoire est en place avec l'Office français de la biodiversité et l'IFREMER à la manœuvre. Et plus de 12 millions d'euros d'études ont été programmées dès cette année pour contribuer à l'amélioration des connaissances des enjeux environnementaux. Alors on ne part pas de rien, je le redis ici, devant je pense des acteurs qui en sont convaincus, on ne part pas de rien, on a déjà une connaissance des impacts de l'éolien en mer et de l'environnement, mais le milieu marin a été moins travaillé que le milieu terrestre et pour pouvoir développer en harmonie ces parcs, les suivre et faire la planification des 40 gigawatts que j'évoquais tout à l'heure, nous avons besoin d'amplifier les travaux d'études. Les projets industriels se doivent d'être exemplaires et nous comptons vraiment sur vous, sur ce volet environnemental et sur le volet de la concertation avec l'ensemble des acteurs. Je pense en particulier au monde de la pêche, je pense en particulier au monde du tourisme, les débats publics, mais également l'ensemble du travail des filières industrielles et des développeurs doivent permettre de développer les parcs éoliens en mer qui vont avoir une empreinte significative sur nos façades, en harmonie avec l'ensemble des acteurs. 2 mots sur la planification et je m'arrêterai là. Les prochaines étapes, ça sera pour la prochaine PPE, à travers une loi de programmation qui doit être votée à l'été 2023 et à travers des travaux de planification et de concertation, de mettre en place une planification plus globale sur l'ensemble de nos façades du développement de l'éolien en mer. Cela permettra de donner la visibilité que demande l'ensemble des acteurs et qui revient toujours dans les débats publics, et c'est bien normal de donner plus de visibilité. Ça sera une visibilité à long terme. Il faudra aussi l'expliquer et l'accompagner. Et pour cela, nous allons travailler main dans la main avec Éric Banel, le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, c'est ça, qui est là, pour la mise en place d'une stratégie nationale mer et littoral
qui sera publié en début d'année prochaine et qui va définir le cadre global maritime du développement de l'éolien en mer, et ensuite la planification par façade, avec les documents stratégiques de façade et des débats publics, là aussi par façade, qui nous permettront de programmer l'éolien en mer sur toutes les façades. Alors vous voyez, c'est une politique ambitieuse que nous menons résolument, avec détermination, qui nous ouvre collectivement des perspectives énergétiques qui sont au centre de l'actualité, je pense que vous en êtes pleinement conscients. Donc nous avons besoin aujourd'hui et demain d'une sécurité d'approvisionnement à un prix abordable, avec une certaine indépendance énergétique et en visant la neutralité carbone, et également des perspectives économiques sur nos côtes, dans nos ports, et en profitant du potentiel important de nos côtes pour le développement de ces technologies, et en particulier de l'avance de la France sur l'éolien flottant qu'il nous faut conserver. Voilà, je vous remercie.